Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Miracle Flash Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, ma Oummi, et surtout sa magnifique mort. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Installe-toi confortablement, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Écoute, aujourd'hui on va parler de ma story time sur le voile. Alors, on va pas se mentir, c'est un podcast, j'étais pas pressée de le faire. C'est bizarre, hein. Mais comme j'ai une histoire particulière, c'est pas que j'avais peur du regard des autres, mais en fait, j'avais peur, j'avais pas envie forcément qu'on juge le choix de mes parents, etc. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être ok avec leur choix, et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire mais non, qui sont pas d'accord, etc. Et j'appréhendais peut-être un petit peu ça, mais d'un autre côté, je me suis dit bon, alhamdoulilah, je pense que vous le savez, moi, la bienveillance, al-rahma, c'est un concept qui est important. Et j'ai quand même l'impression, mashallah, que j'ai autour de moi, j'ai vraiment autour de moi, mashallah, une belle communauté de personnes très bienveillantes, très compréhensives, et ça, j'aime beaucoup, d'ailleurs. Il y a un des commentaires sur le podcast, sur Apple Podcast. D'ailleurs, merci à toutes celles qui prennent le temps de le faire. Franchement, ça compte beaucoup. Ça permet, c'est un beau soutien pour moi et ça permet de faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes. Mais il y a une personne qui m'a dit, ce podcast c'est ma safe place, et ça m'a touchée et j'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire c'est un endroit un peu safe. On y va, on se sent en sécurité. On y va, on sait qu'on va être accueilli avec bienveillance, que tout va bien. J'aime trop le concept. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour de vous demander d'être bienveillant, d'écouter avec attention et bienveillance, Inch'Allah. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est un épisode un peu chill pour moi, hein. Je veux dire, j'ai pas trop préparé, etc. puisque, je vais vous raconter mon histoire avec le hijab. Alors vous devez vous dire, mais c'est quoi cette intro, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter et tout, c'est bizarre. En fait, qu'est-ce qui est incroyable en fait dans mon histoire, c'est que je n'ai pas de souvenir de moi qui suis sortie de chez moi sans le hijab. Voilà. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes, parce qu'on me pose des questions sur le voile, là je vais essayer de faire plusieurs épisodes autour du voile, mais à chaque fois différents angles de vue. Donc aujourd'hui, je vous donne vraiment mon histoire à moi. Ensuite, je compte vous partager des conseils. J'ai des petites idées. Je vais pas tout spoiler, hein. On va laisser un petit peu de suspense. Parce que je sais que le voile, c'est un sujet qui est intéressant, qui intéresse, qui interpelle. On sait que c'est un point important de notre religion. Et je sais que vous avez des questionnements, etc. Donc je ne vais pas forcément répondre à vos questionnements ici, hein. Ici, je vais vraiment vous parler de mon expérience. Donc voilà. Donc là, je vous raconte juste ma petite story time. Et donc voilà. Donc parmi les conversations que j'ai avec des personnes de ma communauté autour du hijab, il y a ces idées de mais comment on fait un petit peu pour franchir le pas, pour dépasser la peur du regard des autres, pour dépasser les peurs à l'intérieur, les doutes, comment on fait pour avoir le déclic, des choses comme ça. Il faut savoir que moi je ne suis pas passée par tout ça, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu faire l'épisode tout de suite, parce qu'en fait je me sentais pas, c'est comme si je me sentais pas légitime, parce que je me disais mais en fait, j'ai pas eu ce parcours classique, donc je sais pas trop quoi vous dire en fait. Non, c'est pas vrai, j'ai des idées, hein, j'ai des conseils à vous donner, mais faut dire ce qui est, je ne suis pas passée par là. Alors vous devez vous dire, mais comment ça, t'as pas de souvenir de toi avec le voile, sans le voile, mais quand t'étais petite? En fait, j'ai toujours porté le voile, c'est-à-dire que... Alors ça c'est un choix que mes parents ont fait. C'est-à-dire que ma mère, elle a porté le voile, je crois, quand elle était... J'ai un petit doute, mais je crois que c'est quand elle était à la fac, quand elle est rentrée à la fac, elle l'a mis. Donc pour elle, elle l'a mis tard. Puis c'était très coquette et tout. Et un jour, tiens, c'est une idée de podcast, ça, faut que je le note. Pourquoi pas raconter l'histoire j'aurais tellement aimé qu'elle soit là et que je puisse l'interviewer sur le podcast. Et je lui disais, Oumi, vas-y, raconte-nous ta story time sur le hijab, parce qu'elle est super intéressante, son histoire. Mais bon, voilà, elle est pas là, mais peut-être que je pourrais vous faire un petit épisode. Alors, il sera court, hein, mais je vous raconterai éventuellement. Ouais, je vais peut-être le faire. Faut que je vais le noter, Inch'Allah. Dès que je termine l'épisode, je le note, Inch'Allah.
Pour en revenir à moi, donc voilà, donc mes parents ont fait ce choix de nous faire grandir avec le hijab. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va pas les mettre dans la situation où il faut faire un effort, où la norme c'est d'être sans le hijab, et à un moment donné tu prends la décision de le porter et tu dois faire face à tes doutes, tes peurs, etc. Et peut-être que tu vas pas arriver à le porter, et peut-être que tu vas pas le porter, etc. Mais ils se sont dit, on va la faire grandir avec, et pour elle ça sera naturel, c'est ça sa norme, et puis progressivement bien sûr en parallèle il y a tout ce travail sur la foi, sur les rappels à la maison, et bien évidemment pour accompagner les explications, etc. Et puis elle va grandir avec, et ça sera sa normalité. Donc moi j'ai pas vraiment de souvenirs. Alors je me souviens par exemple quand j'étais en primaire, voilà, je portais mon hijab, et puis quand je rentrais dans la classe et tout, bon, j'enlevais mon hijab, mais voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, alors quand j'étais par exemple en CP ou en C1, je me disais pas, voilà, je porte le hijab, j'avais pas conscience de ce que je portais, j'avais pas conscience de l'importance, j'avais pas conscience de tout ça, mais pour moi c'était juste normal, quoi. Genre, tu vois, tu sors, tu mets ton pantalon, moi je sortais, je mettais mon voile sur ma tête. Bien sûr mes parents me racontaient des histoires et tout, mais voilà, quoi. Pour moi, c'était juste que c'était normal. Je me posais pas de questions. C'était pas, c'était quelque chose de naturel, c'est tout. Quand est-ce que j'ai eu le sentiment vraiment, quand est-ce que je me suis approprié le hijab, et quand est-ce que, vous savez, officiellement, quand on me demande c'est quand t'as mis le hijab, je dis pas je l'ai porté depuis toujours, hein. Là, je vous l'avoue sur le podcast, mais moi, j'avais l'habitude de dire, au collège, à la rentrée du collège. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que je me suis battue pour le hijab, que j'ai compris l'importance, et que je me suis dit, c'est mon choix, ce n'est plus le choix éducatif de mes parents, c'est mon choix à moi, et c'est important pour moi, et je choisis de le porter, de le garder, et c'est là où je me suis vraiment battue pour mon hijab, c'est là où je considère que je me suis voilée, c'est quand je suis rentrée en 6e en fait. Donc voilà, donc on va dire à 11 ans. Mais avant ça, on va dire que c'était juste quelque chose où je me posais pas trop de questions, voilà, c'était quelque chose de naturel. Donc voilà, donc mes parents ont fait ce choix-là. Alhamdoulilah, moi je suis très heureuse qu'ils l'aient fait. Ça a très bien fonctionné pour moi. À la fin de l'épisode, je vais vous parler un peu des limites du choix de mes parents. Alors, je vais pas faire semblant, comme si de rien n'était. En fait, il s'est écoulé 3 jours entre, tu vois, la petite seconde là où je me suis arrêtée. En fait, j'ai été interrompue, mon mari est rentré. Je m'attendais pas à sa présence, je pensais qu'il allait venir plus tard. Du coup, j'ai été interrompue, je voulais reprendre quelques heures après. Mais j'ai pas pu, c'était le week-end, blablabla. C'est pas grave, je reviens maintenant. Mais je voulais pas faire comme si, je reprends l'épisode là où je m'étais arrêtée. Donc voilà, c'est les aléas, c'est même pas les aléas du direct, c'est les aléas de ma vie. Mais comme j'aime bien le répéter, on avance dans l'imperfection, on fait de son mieux. Vous connaissez mon message, à quel point il est important pour moi. Parce que j'étais à 2 doigts de recommencer à zéro en fait. Je m'étais dit je vais repartir de zéro parce que j'ai perdu mon élan, nanana. Et en fait je me suis dit non, c'est pas grave, on reprend. Et avec ce petit message dans la vie il y a des imprévus. Et vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est pas soit c'est parfait, soit c'est nul. C'est pas se mettre la pression, mais vraiment de se dire, tiens, comment est-ce que je rebondis? Tiens, je vais être flexible, je vais être souple. Surtout que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent, et même pas que des mamans, mais ça nous arrive à tous. Mais souvent, on imagine les choses comme elles devraient être. Et dès qu'il y a un imprévu, dès que les choses se passent pas comme prévu, ça nous stresse et tout, non, c'est pas comme ça et tout, tu vois. Alors que non, c'est pas grave. C'est-à-dire vraiment il faut être flexible et comment dire et puis résilient et puis souple en fait, cette espèce de souplesse mentale de se dire ok c'est pas grave, je vais pas faire de résistance, je lâche prise, les choses ne se passent pas comme prévu mais la manière dont elles se passent est la meilleure manière. Vous savez, il y a cette fameuse phrase que je me répète beaucoup, c'est les plans d'Allah sont les meilleurs. Alors bon, là par rapport à cet épisode ça semble exagéré ce que je dis parce que c'est rien, mais c'est pas grave, c'est mon message, c'est pour tous les jours. Parfois, il se passe des trucs, il y a des imprévus qui peuvent nous stresser, nous angoisser. Mais vraiment, il faut toujours se rappeler que les plans d'Allah sont les meilleurs. Il y a ce que nous, on prévoit, il y a ce qu'Allah prévoit. Et dans ce qu'Allah prévoit, il y a toujours de la sagesse, des hikmah. Donc voilà, on peut reprendre maintenant. Donc, je vous disais, j'ai réécouté un petit peu ce que je disais au début. Et je m'étais arrêtée en parlant donc du moment où je rentre au collège. Et c'est le moment où je conscientise le fait que je porte le voile. C'est-à-dire que j'adopte, ça devient mon choix, ça devient ma décision. Ça me rappelle, j'ai reçu sur le podcast, je crois que l'épisode, au moment où je te parle, l'épisode n'est pas encore sorti, Zeynep de Coran de mon cœur, et il y a un passage que j'ai trop aimé. C'est qu'elle m'a dit que
il y a un moment donné où elle décide de refaire la shahada. C'est-à-dire que jusqu'ici, et je pense qu'on est beaucoup à vivre ça, c'est-à-dire qu'on hérite de notre religion. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, nos parents sont musulmans, c'est un cadeau d'Allah. On grandit avec la prière, on grandit avec la ilaha illallah, on grandit avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre norme. Mais il y a un moment donné, en fait, mais c'est un héritage, et il y a un moment donné où, tu vois, tu prends la responsabilité finalement de ta religion. Et donc c'est un peu le moment où c'est toi qui choisis, en fait. Et j'ai trouvé ça dingue quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, j'ai fait la shahada. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle se dit, ok, jusqu'ici, voilà, mes parents, ils m'ont appris tout ça. Mais à quel moment est-ce que c'est moi qui décide d'aller vers Allah? C'est moi qui décide de faire la shahada. Je trouvais ça trop fort. Et si vous voulez, moi, c'est un peu ça mon histoire avec le hijab. C'est-à-dire que quand je rentre au collège, c'est moi qui décide de porter le hijab. C'est plus mes parents. C'est qui me voilà, tu vois, c'est plus le choix donc éducatif de mes parents, c'est ma décision. Et surtout, je me bats pour cette décision. Je vis des moments qui sont pas faciles pour une ado, pour une jeune. Enfin, j'étais en 6e, quoi, j'avais 11 ans, j'étais une enfant. Mais j'ai déjà fait, à ce moment-là, j'ai commencé déjà à faire face à des difficultés liées à mon hijab. Parce qu'il y avait des professeurs qui ne supportaient pas de me voir avec... Alors, je mettais pas le voile, j'avais pas le droit de porter le voile. Je portais un bandana, mais les profs avaient compris que j'étais voilée. Et ça les insupportait. Certains, pas tous, ça les insupportait. J'ai notamment le souvenir d'une prof de musique qui ne supportait pas de me voir avec. C'était un truc de malade. Et en fait, j'ai un souvenir, donc on est en cours, et elle me dit d'enlever ce que j'ai sur la tête. Et donc je lui dis, non, tu vois, j'ai le droit de le porter, voilà. Et elle me dit, non, pas dans mon cours. Et donc elle veut m'emmener chez la CPE. Et tu vois, j'avais rien fait. En plus, j'étais une excellente élève, j'étais une très bonne élève. En fait, parce que je portais le hijab, je me disais, il faut que je sois absolument irréprochable. Il faut qu'ils aient rien d'autre à dire. Il faut vraiment que je sois une excellente élève, un excellent comportement, des excellentes notes, etc. pour pas qu'on puisse me reprocher quoi que ce soit d'autre. Et donc j'ai ce souvenir en fait que voilà, elle m'emmène chez la CPE, et puis des conversations chez la CPE qui sont mes lunaires en mode vous savez, ça va? Est-ce qu'on vous force à le porter? Comment ça se passe à la maison? Voilà, c'était tout mon collège, des trucs, voilà, j'ai souvenir aussi je crois un jour je passais un examen blanc, de je sais plus quoi, brevet blanc, peut-être un truc comme ça, et je fonds en larmes pendant l'examen parce que je suis trop stressée, je me mets la pression, et on vient et on me dit tout de suite, ça va, c'est parce que vous portez le voile, enfin des trucs qui n'avaient rien à voir avec ça, non, je suis juste stressée pour mon examen, mais voilà, il y avait un coup de pression par rapport à mon hijab. Et voilà, et puis plein de petites histoires comme ça, autant il y a des professeurs qui s'en fichaient, c'est-à-dire que ils ne voyaient pas, ils imaginaient pas, ils faisaient pas une obsession sur le fait que j'étais voilée. Ils étaient ravis de m'avoir en classe, j'étais une bonne élève, j'ai participé, j'avais un bon comportement, j'étais gentille. Ils m'appréciaient, quoi. Et puis il y avait ceux qui n'arrivaient pas à dépasser le fait que j'étais voilée. Et même, je me souviens, alors ça c'était quand j'étais au lycée, la proviseure du lycée m'a vu une fois rentrer. Alors moi, je suis un peu tête en l'air. Je rentre au lycée avec mon voile et je fais les premiers pas dans le lycée. Là, je me rends compte. Je me dis, ah oui, mince, j'ai oublié d'enlever mon hijab. Donc, je l'enlève. Donc, à ce moment-là, je mettais toujours des bandeaux, des bandanas, des trucs comme ça. Et la proviseure m'a vue. Et ça lui a vraiment, vraiment pas plu. Donc voilà, je me suis excusée auprès d'elle. Je dis voilà, ça va pas se reproduire, c'est un simple oubli. Mais j'entre pas, je sais très bien que j'ai pas le droit de rentrer avec mon voile, il y a pas de problème, nanana. Et en fait, ça lui a vraiment pas plu. Du coup, elle me surveillait. Et je me souviens qu'un jour, elle m'a convoquée pour me dire votre tenue, ça va pas. Et je me rappelle que ce jour-là, j'étais choquée parce que je me rappelle très très bien de ma tenue. Je portais une jupe noire. C'était une jolie jupe, c'était pas genre la jupe à abaya et tout. Enfin, c'était une jupe normale, quoi, un truc classique. Avec des petits motifs, voilà. Et j'avais une chemise rose, donc bon, voilà quoi. Et elle me dit non mais attention, votre tenue, nanana. Je dis mais elle veut quoi? Avec je viens en mini jupe, j'ai pas compris. C'était pas du tout choquant. Et puis même, enfin voilà, quand même si tu mets une, enfin bon, voilà. En tout cas,
j'étais sur son viseur, quoi. Elle me surveillait. Et je me rappelle que, donc toujours au lycée, le conseil de classe arrive après, je crois, quelques temps après cette scène où elle m'a fait avec le hijab, où elle m'a convoquée. Et donc on arrive, vous savez, les professeurs, bon, il y a la proviseure pendant le conseil de classe, mais en fait, la proviseure, elle fait pas grand-chose, hein. Juste, elle signe, et puis voilà. Parce qu'elle ne connaît pas vraiment les élèves, c'est pas l'autre prof. Donc, les professeurs parlent de chaque élève, arrive mon tour, ils parlent de moi, machin, Oumeima, on lui met les félicitations et tout. En fait, franchement, entre le collège, quand j'étais en 5e au collège, jusqu'au lycée, fin du lycée, à chaque conseil de classe, j'avais félicitations, parce que voilà, comme je vous ai dit, je me mettais une pression, il fallait que je sois exemplaire. Et donc, voilà, donc Oumeima, félicitations. Et là, elle dit rien, bon, elle s'en fiche, quoi. Enfin, voilà, ok. Et puis d'un coup, il y a le trombonoscope et elle voit ma tête. Et elle dit, attendez, vous parlez de qui, là? Vous parlez de 7 élèves? Et ils sont là, oui, pourquoi? Ah non, il est hors de question de lui mettre félicitations. Non. Son comportement au sein du lycée, ça va pas. Et les profs, ils tombent des nues. Alors tout ça, je me rappelle, c'est les délégués qui me racontent, hein. Les profs tombent des nues, ils sont choqués, ils sont là, mais comment ça, genre, Oumeima, elle est, enfin voilà quoi, elle a des bonnes notes, elle travaille dur, elle a un bon comportement, elle est aimable, voilà, comment ça, elle a un mauvais comportement au lycée, quoi. Les profs sont choqués. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tous les profs vont me défendre à ce moment-là, et tous vont dire du bien de moi, et tous vont dire non, on lui met les félicitations, elle le mérite, c'est une bonne élève, c'est une excellente élève, elle le mérite, on lui met. Et ils vont me les mettre. Et je me rappelle comment j'étais contente. Et j'ai halluciné quand j'ai entendu cette histoire. Et d'ailleurs, je me souviens même que certains profs sont venus me parler après parce qu'ils étaient assez choqués. Et pour me montrer, pour me dire qu'ils me soutenaient, ça m'avait beaucoup touchée. Donc en fait, vraiment depuis le collège, lycée, et même après, hein, parce qu'après, voilà, j'ai fait face, quand j'étais en orthopsie, autant l'école, il n'y avait pas de problème parce que les cours se passaient à la fac, donc je pouvais garder mon hijab, autant les stages, c'était autre chose, c'était compliqué. Certains acceptaient que je sois voilée, d'autres pas. Et donc, ça se passait vraiment mal. Donc, en fait, j'en ai souffert. Et en fait, c'est bizarre parce que d'un côté, j'en ai souffert parce que c'était parfois dur, parfois humiliant. J'ai un souvenir, je partage un petit peu les choses en vrac, mais c'est pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai vécu. Je me rappelle quand j'étais au collège, alors là pour moi c'est les plus durs parce que autant quand j'étais au lycée et tout ça, je savais quand même qui j'étais quand même assez grande, assez mature, j'étais capable quand même de me battre entre guillemets, mais autant quand t'es au collège et que t'es en 6e et que t'es tellement terrifiée, tellement tu veux plaire, tu veux que tout se passe bien et tout. C'était très angoissant. Et donc la petite fille que j'étais, voilà, j'ai vraiment eu des moments qui m'ont un peu traumatisée. Notamment, j'avais une prof de sport qui m'en a fait voir un peu de toutes les couleurs. Déjà, je me rappelle, je portais un bandana et j'ai ce souvenir qu'elle me dit, Oumeima, tu m'entends mal parce que t'as ton bandana. Donc elle m'a pas dit de l'enlever, ou peut-être qu'elle me l'a dit, mais je lui ai dit non. Après elle me dit dans ce cas-là, tu me sors tes oreilles. Il faut que tes oreilles je les vois, comme ça je suis sûre que tu m'entends. Alors ça n'a aucun sens. Enfin je veux dire, c'est pas un bout de tissu léger qui va faire que tout d'un coup je suis plus capable d'entendre la prof. Mais par contre c'était hyper humiliant parce que franchement un bandana comme ça et puis t'as tes oreilles qui sortent, mais qu'est-ce que c'est moche. Et puis moi je l'ai fait parce que je me suis dit je m'en fous, au moins je garde ça sur ma tête, c'est toujours ça. Mais c'était quand même humiliant en fait. Il y avait des petits trucs, des petites scènes comme ça d'humiliation que je vivais mal. Et puis j'ai ce souvenir aussi toujours avec la même prof, toujours en 6e, on avait piscine. Et moi, alhamdoulilah, j'avais de l'eczéma. C'est bien, franchement, c'est que quand j'étais au collège, au lycée, que j'étais hyper reconnaissante d'avoir de l'eczéma. Subhanallah, parce que ça m'a vraiment sauvé la mise. C'est la même eczéma, subhanallah, que après, dans mon livre, j'en parle, j'avais fait des crises d'angoisse d'eczéma et tout. Mais à cette époque-là, j'en avais pas beaucoup. J'en avais sur les mains. C'était pas beaucoup, mais c'était assez pour que mon médecin traitant puisse me dire, ah bah, t'as de l'eczéma, t'es allergique au chlore, tu peux pas toucher la javel, le chlore et tout ça, c'est agressif pour ma peau. Et donc, pas de piscine. Alhamdoulilah. Et donc, je me rappelle, voilà, j'ai mon certificat, enfin voilà, j'ai toutes les explications et tout. Je le donne à ma prof. Et elle est... ça la gêne, ça la dérange. Ah, tu peux pas venir. Et donc, elle me dit... Je me souviens, elle me dit, normalement, quand c'est comme ça, je vais même pas en cours, je vais en permanence, en fait. Je reste en permanence pendant les 2 heures de sport.
Et elle, ça l'énerve. Et donc, elle me dit, non, tu vas venir avec moi. Tu vas venir avec nous à la piscine. C'est pas grave, tu nages pas, mais tu viens. Je dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mais je veux pas y aller. Et elle m'emmène. Donc, je suis obligée d'y aller. Et arrivée sur place, oh là là là, j'oublierai pas ce moment. Elle me dit, non, mais même si tu nages pas, tu te mets quand même en maillot de bain. D'accord. Et voilà, et puis tu nages pas quoi, mais tu restes assise sur le banc, je sais pas quoi. Je la mets. Mais ça va pas la tête. Je lui dis, mais il est hors de question. De toute façon, j'ai pas de maillot de bain. Non, mais maillot de bain, on t'en prête, on t'en... J'ai dit, mais ça va pas la tête. Et je pleurais, je me rappelle de cette scène qui m'a traumatisée vraiment. Je pleurais, je disais, il en est hors de question. Il en est hors de question. Et donc à la fin, elle capitule en me disant, bon bah tu te mets en maillot de bain et puis tu mets une serviette autour de toi si ça te gêne et tu viens. Et bien sûr, t'enlèves ton bandana, t'enlèves ça, tout ça. Et moi j'étais là, mais c'est pas possible. Je me rappelle, je pleurais, je suis restée. Elle me dit, ouais, toutes les filles étaient parties, toutes les filles avaient quitté les vestiaires. Il y avait que moi qui pleurais en me disant, mais il en est hors de question. Et elle vient me voir, et elle revient me voir en me disant, non, mais là il faut que tu te prépares, il faut que tu sortes, etc. Je reviens te chercher c'est la dernière fois que je reviens te chercher, il faut que tu sois prête et tu sors. Et vraiment, j'étais en larmes. Et je décide en fait de garder mes vêtements. Voilà, j'avais un pantalon, j'avais un t-shirt, je sais plus comment je l'habillais. Et donc je soulève juste le pantalon, je monte le bas, je mets une serviette autour de moi. On voyait que j'avais gardé mon haut, mais je pense qu'elle a dû imaginer que j'avais enlevé mon pantalon, je sais pas. Et je garde ma serviette et donc j'enlève mon bandana. Elle me l'enlève, non, je me rappelle qu'elle me l'enlève de force, elle vient vers moi, elle me l'enlève de force, elle me l'arrache. Et elle me dit, maintenant tu sors. Et je sors. Et je me rappelle, je pleurais et tout. Et c'était la première fois, donc en 6e, que j'enlevais mon bandana. Et je pleurais. Et ce qui m'avait touchée, dans mes souvenirs, vraiment ce qui m'avait touchée, c'était la solidarité des autres élèves de ma classe. C'est-à-dire que les filles étaient autour de moi, les filles essayaient de me cacher un petit peu. J'ai le souvenir de garçons qui me regardaient pas, parce que voilà, j'étais dans un collège public, il y avait beaucoup d'arabes et tout. Et ils avaient compris, voilà, et franchement, ça m'avait énormément touchée parce que j'avais vraiment ce truc de... Ils se détournaient de moi, ils me regardaient pas, ils s'approchaient pas de moi en mode ok, t'es pas voilée, mais tu vois, on te respecte et on voilà. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que pendant toutes mes années collège, surtout mes années collège, j'ai vraiment ce souvenir de soutien de la part des élèves qui me disent non mais t'en fais pas, non mais ça va aller, non mais machallah c'est bien ce que tu fais, tu sais, qui m'encourageaient, qui me soutenaient et tout. Il y avait beaucoup de respect en fait pour moi et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé à tenir le coup. Donc en fait, d'ailleurs après cette histoire, en fait j'allais même plus à son cours de sport dès qu'il y avait piscine, j'esquivais, enfin j'y allais pas, j'allais directement en permanence. J'avais trop peur qu'elle me refasse cette scène, mais après elle m'a pas trop. C'est bon, elle a vu à quel point ça m'avait touchée. Mais d'ailleurs, elle avait été quand même vachement brutale, vachement pas violente physiquement, mais c'était. Franchement, en vrai, avec du recul, je me dis, mais elle a dépassé les bornes. Au moment où elle m'arrache mon bandana, tu sais, enfin voilà quoi, c'était trop en fait sa manière de réagir. Enfin bref, en tout cas, j'ai plein de souvenirs comme ça, au collège, au lycée, où finalement je dois batailler pour mon hijab. Et finalement, c'est des moments où le fait de me battre pour mon hijab m'a donné la valeur du hijab. Je me suis dit, ah ouais, tu sais, et ça m'a donné la valeur et ça m'a aussi donné ce truc de je me bats pour Allah, tu vois. Donc j'étais jeune, j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, mais je me disais, je le fais pour Allah, je me bats pour Allah. Et c'était fort. Et du coup, ça m'a donné voilà, vraiment la valeur et l'envie de plaire à Allah. Et parfois, je me dis, bah mine de rien, c'est vrai que moi personnellement mes filles je voudrais pas qu'elles vivent ça hein. Clairement j'aimerais que comment dire, qu'elles sortent dans un pays musulman, que j'aimerais en fait que pour leurs études elles puissent porter leur voile comme elles le souhaitent, etc. Mais d'un autre côté, je vais être honnête, je trouve que finalement parfois quand c'est difficile, ben c'est beau aussi. Il y a aussi une hikma là-dedans, il y a aussi une rahma, il y a aussi une sagesse dedans. Et moi je regrette pas d'avoir vécu ces moments difficiles parce qu'ils m'ont beaucoup apporté. Ils m'ont vraiment beaucoup apporté et il y a eu ce truc de je prends mes responsabilités et je décide moi de le porter pour Allah et je me bats pour ça parce que en vrai, pendant cette phase-là, j'aurais pu l'enlever. Je veux dire,
moi, mes copines, la plupart de mes copines à ce moment-là, elles enlevaient leur voile, elles étaient voilées, et elles enlevaient leur voile quand elles rentraient dans le collège ou au lycée, parce que, enfin voilà, t'avais pas le droit, et puis c'est tout. Mais moi, je me battais pour garder quelque chose sur ma tête, pour pour cacher mes cheveux, tu vois, alors que, voilà, et en fait, c'est là où je dis que c'est le moment où j'ai porté le voile, parce que c'est le moment où vraiment, je me suis battue. Alors que c'était pas facile. À la fois, c'était pas facile par rapport aux profs, etc. Mais c'était aussi pas facile parce que c'était moche. Parce que autant... Alors, hop, je vais me mettre un petit peu à l'aise. Voilà. Autant porter un hijab, surtout aujourd'hui, hein. Il y a plein de jolies tenues avec hijab. Il y a plein de jolis hijabs. Enfin, ça peut être... On peut être élégante, on peut être... voilà, on peut être très bien avec son hijab. Mais à l'époque, tu sais, il y avait pas toutes ces jolies tenues, ces jolis ensembles et tout. Tu faisais tes propres trucs à toi, tes propres ensembles, mais voilà. Mais surtout, moi, le fait de choisir quand même de garder un truc sur la tête, de mettre des bandeaux, de mettre des bandanas et tout, et je me trouvais vraiment pas belle avec, c'était un truc de fou. J'évitais de me regarder dans la glace quand j'étais au collège et tout. Mais je me disais, Oumaima, ce n'est pas grave parce que tu le fais pour Allah. Tu fais ce sacrifice pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis je me disais aussi, de toute façon, ta beauté, il y a que ton mari qui verra à quel point t'es belle et tout. C'est ça qui compte. Tout le reste, tu t'en fiches. Tu gardes ta beauté pour ton mari et tout ça. J'aimais bien ce concept-là. Et puis surtout, ce que je faisais, c'est un truc d'ailleurs que ma mère me disait qu'elle faisait aussi quand elle s'était voilée, parce que ma mère était très très coquette. Elle était vraiment très coquette. D'ailleurs, je vois bien ses photos et tout, de jeunesse, voilà, hyper bien habillée, ses petites robes, ses petites jupes et tout, ses longs cheveux, tout ça. Enfin, bref, machallah, elle était vraiment très jolie. Et voilà, elle était très coquette. Et donc elle, quand elle s'est voilée, petite parenthèse, quand elle s'est voilée, donc voilà, elle mettait des espèces de robes amples. Il n'y avait pas les rabayas, tu vois, mais c'était plutôt, je crois, des robes comme les robes des Turcs à l'ancienne. Je crois que c'est les Turcs en fait qui faisaient les habits mestour et enfin bon voilà. Donc elle s'habillait comme ça, mais en dessous, et c'était pas hyper joli quoi. Mais par contre en dessous, elle mettait son beau ensemble, elle mettait sa petite jupe, voilà. Et puis par dessus elle mettait la robe ample, large, etc. Et c'était une manière un peu de dire, comme je sais ce que je vaux, je sais que je suis... Voilà, ça lui donnait un peu plus confiance en elle et ça l'aidait à la fois à faire plaisir, entre guillemets, à son nefs, tu vois, ton nefs qui a envie d'être belle, qui a envie de se faire belle, qui a envie d'être classe, tout ça. Et en même temps, à la fin, elle mettait sa longue robe large pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, ce que je faisais, je me rappelle, c'est que quand je rentrais à la maison, souvent les week-ends et tout, je me faisais belle, tu vois. Voilà, je me coiffais, je me maquillais, je mettais des belles robes et tout, et je me regardais dans le miroir, je me dis voilà, je suis belle, ça c'est sûr. Et j'ai choisi de sacrifier cette beauté pour Allah. Je choisis de ne pas montrer, de ne pas sortir comme ça et de faire ça pour Allah. C'était vraiment mon choix, quoi. Et ça me donnait de la force à l'intérieur, ça m'aidait à tenir, alhamdoulilah. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça, le collège, le lycée, etc. Et j'ai pas de regrets, hein, j'ai pas de, comment dire, alhamdoulilah, je me dis, j'ai fait mon maximum, je me suis battue au maximum pour le hijab. Et alors bref, j'ai eu un petit bug, mais là c'est bon, je sais de quoi je veux parler. En fait, moi, ce qui m'a aidée pendant toute cette période-là, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est mon entourage. C'est-à-dire qu'en dehors du lycée, j'avais une bande de copines, on était 4-5, qui vivaient exactement la même chose que moi, qui étaient voilées, qui étaient au collège, au lycée, etc., et qui faisaient un peu les mêmes batailles que moi. Et donc, je me sentais pas l'intruse, je me sentais pas la fille bizarre, parce que je me disais, non mais j'ai ma bande de copines aussi, qui vivent la même chose que moi. Et en fait, cette bande de copines, leurs parents étaient les amis de mes parents. Et nous, en fait, on se retrouvait. On n'était même pas dans la même ville, mais on n'habitait pas très loin. Et on se retrouvait très souvent, très régulièrement. On était souvent ensemble. On allait visiter l'une chez l'autre, etc. Et on passait des super moments. Et subhanallah, franchement, ça aide beaucoup. Je crois que si j'avais pas eu ma bande de copines en dehors du collège, du lycée, je l'aurais peut-être mal vécu, je l'aurais peut-être vécu différemment. Parce que c'est dur dans cette phase d'adolescence d'être l'intruse, d'être la fille bizarre, d'être la fille différente. Parce que bon, à l'époque, j'étais une des seules voilées. Je crois qu'au collège, il y a eu
au départ, j'étais la seule. Et ensuite, je crois qu'il y a une autre fille qui s'est voilée, donc on devait être deux au collège. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, tu vois les autres comment ils s'habillent, tu vois les autres comment elles sont et tout. Et c'est dur d'accepter sa différence. Quand on grandit, on l'assume beaucoup plus. On assume sa différence, alhamdoulilah. Mais quand on est enfant, quand on est ado, on a envie de se fondre dans la masse, on a envie d'être comme les autres. On a envie d'être accepté par les autres. Et moi, j'étais différente des autres, clairement. Par contre, j'étais quand même acceptée. J'étais acceptée, j'étais respectée. Je sentais quand même que j'étais à ma place. En tout cas, j'ai pas eu de ressenti de rejet, etc. de la part de mes camarades. Pas du tout, alhamdoulilah. Je pense que c'est parce que, voilà, comme je disais, il y a pas mal d'arabes quand même. Et même si pour eux peut-être c'était un peu bizarre comment je m'habillais, que je gardais des bandanas et tout, mais il y avait du respect, je le sentais, et donc ça allait quoi. Mais ce qui m'a le plus aidé vraiment, c'est d'avoir mes amis. Et ça c'est important. C'est aussi un conseil que je donne, c'est-à-dire que si dans tout ton entourage, il n'y a aucune femme voilée, il y a personne, etc., bah c'est plus compliqué de passer le cap, de porter le voile, parce que c'est plus dur pour le nefs, c'est plus dur psychologiquement. Alors que si tu as une, deux, trois amis voilés, bah, c'est un peu plus normal et c'est un peu plus facile finalement de passer le cap. Donc c'est intéressant à savoir. Et sinon, pour revenir aux limites du modèle de mes parents, moi personnellement, ça m'a convenu vraiment, alhamdoulilah, vraiment alhamdoulilah, je suis très très reconnaissante, alhamdoulilah, parce que oui, pourquoi aussi mes parents ont fait ce choix? Je repense à ce hadith que ma mère me disait en plus, elle me l'a beaucoup dit. Vous savez, parmi les 7 personnes qui sont sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y a nulle ombre que la sienne, vous vous rappelez, je vous ai déjà cité plusieurs fois ce hadith dans le podcast, et plusieurs fois c'était par rapport à la mahabba fillah. Donc, voilà, donc ceux qui se sont aimés pour Allah, ils se retrouvent sous l'ombre de son trône. Mais il n'y a pas que ceux-là. Il y a aussi un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Voilà. Donc c'est un jeune qui, depuis tout petit en fait, il a grandi dans la prière, dans l'obéissance, vraiment dans l'obéissance. La salat, etc., le jeûne, etc., etc. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a découvert ça sur le tard et qui a pris la décision de se repentir et de faire quelque chose. C'est quelqu'un qui a grandi et qui n'a connu que ça. Tu vois, c'est encore un statut particulier dans la religion et c'est beau. Et donc ma mère, elle a pas eu cette chance-là, entre guillemets. Elle a pas grandi comme ça. Mon père non plus d'ailleurs. Hein. Mon père, oh là là, mon père, ouais, mon père, waouh, il mériterait lui aussi un épisode de podcast sur comment il a connu la religion et tout, parce que mon père, voilà, hein, il a fait du théâtre, voilà, c'était à un moment donné, il avait fait pendant un petit court moment, mais il a quand même fait partie d'une troupe. Il était vraiment loin de la religion, mais vraiment, vraiment. Et c'est marrant parce que toute la période où il était au bled, il est au Maroc, il a grandi là-bas, il est né là-bas, il a grandi là-bas, bah, il n'était pas du tout dans la religion. Et c'est vraiment beaucoup plus tard. En fait, c'est quand il est venu en Europe. D'ailleurs, il est venu en Europe pour intégrer une école de théâtre. Et ensuite, il a failli intégrer une école de danse. C'est incroyable. Et puis, à la fin, il s'est retrouvé à Lyon. Et c'est à Lyon, subhanallah, où il a connu la religion, etc. C'est incroyable. Son parcours est incroyable. Donc, mes parents ont connu ça assez tard. Et je pense que il voulait que nous, on grandisse dans la religion et qu'on fasse partie finalement de ceux-là, de ceux qui ont grandi dans l'obéissance d'Allah, ta'atullah. Et moi, alhamdoulilah, j'en suis reconnaissante parce que voilà, donc alhamdoulilah, je me suis jamais dit ah non, mais j'aurais aimé sentir ce que c'est que de sortir les cheveux au volant. Non, alhamdoulilah. Et alhamdoulilah, le fait qu'eux-mêmes donc avaient un entourage pieux de famille, mashallah, dans le din et tout, bien ça fait que voilà, comme je vous ai dit, donc moi j'étais bien entourée, bien accompagnée, et ça franchement c'était vraiment génial. Alhamdoulilah, très très reconnaissante envers Allah. Mais là où je parle quand même de limites, c'est que je pense qu'on n'est pas dans un pays musulman, et le problème c'est que après même dans les pays musulmans, je crois que même dans les pays musulmans aujourd'hui il y a quand même comment dire, tu sais, on vit pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je veux dire, voilà, tu vois, chaque pays, je pense qu'il a aussi ses manquements. Et je suis pas sûre, enfin, peut-être que dans un pays musulman aussi, il y aurait eu des dérives. Les enfants, on peut voir des dérives, etc. Mais bon, bref, en tout cas, nous, on était en France. Et je pense à mes sœurs, notamment à l'une de mes sœurs, donc, qui avait, elle, pour le coup, vraiment une fréquentation de personnes qui étaient... elle n'avait pas une bonne fréquentation, je pense, de personnes qui n'étaient pas du tout donc dans la religion, qui pratiquaient pas, etc. Et par contre, quand donc mes petites sœurs aussi, elles ont grandi avec le hijab, mais je sais que pour une de mes sœurs,
c'était pas son choix à elle. Et là où moi j'ai décidé que ça devenait mon choix et que j'ai décidé de le comment dire, vraiment de le porter pour moi, pour Allah, et non pas pour mes parents, parce que mes parents m'ont dit de le porter ou quoi que ce soit, c'était ma décision. Ma sœur, c'était pas sa décision en fait. Et quand elle a grandi un petit peu et elle l'a enlevé. Elle a choisi de l'enlever. Et je sais qu'il y a plusieurs choses qui ont joué. Il y a eu ce sentiment que c'était pas elle qui avait choisi de le porter. C'est-à-dire que c'était pas sa décision à elle, donc c'était peut-être un peu frustrant. Et il y a aussi eu ce truc où, comme je disais, par rapport à l'entourage, ce qui est important, c'est qu'elle avait pas l'entourage qui allait la rassurer. Mais c'était plutôt le contraire. Et pareil, c'est l'adolescence, t'as peur du rejet, tu veux être intégré, tu veux être comme les autres, tu veux être apprécié, être aimé, être reconnu. Je pense que l'adolescence, c'est quand même une phase un petit peu compliquée, un petit peu fragile, dans la construction de l'individu, etc. Enfin, c'est pas évident. Et en fait, donc elle avait pas du tout l'entourage qui aurait pu la rassurer, la soutenir, l'aider dans ce cheminement. Je pense qu'elle avait peut-être eu le sentiment d'être différente des autres, etc. Bon, voilà. Mais en tout cas, à un moment donné, elle a pris sa décision et elle l'a enlevé. Ça a été, bien évidemment, ça a été difficile pour mes parents. Enfin, je pense beaucoup à mon père. Ça a été difficile pour lui. Ma mère, je pense qu'elle le sentait venir. Et puis, au bout d'un moment, enfin voilà, tu sais, c'est nous, comment dire, en tant que parents, on éduque notre enfant, on essaye de lui transmettre les valeurs, on fait de son maximum en fait, on fait de son mieux et on fait ce qu'on juge être bon pour notre enfant. Mais il y a toujours un moment donné où l'enfant, il vole ses propres ailes et c'est lui qui fait ses propres décisions et c'est lui qui devient un adulte responsable et c'est lui qui est responsable de ses choix et c'est lui qui prend ses propres décisions. Et ce que je veux dire, c'est que donc mes parents, ils ont choisi cette éducation-là parce qu'ils se sont dit, on va faire le maximum pour que nos enfants fassent partie de ce groupe de ceux qui grandissent dans l'obéissance d'Allah. Donc eux, ils ont fait leur part. Et après, ma mère, elle dit beaucoup l'éducation, c'est des doigts. Hein. Elle dit toujours Allah, il guide qui veut. Et elle dit aussi que, qu'il y a un moment donné où tu peux plus faire vraiment grand chose. La seule chose que tu peux faire, c'est des invocations. Et après chacun, il fait ses propres expériences. Chaque enfant devient un adulte qui fait ses propres choix, qui prend ses propres décisions, qui, parfois, qui va peut-être faire ses propres erreurs. Et puis, pour mieux revenir, hein, c'est ce qu'on espère à chaque fois pour nos enfants. Moi qui suis maman aujourd'hui, ça me terrifie. Mes filles ont 5 ans et 2 ans, enfin bientôt 6 ans et 2 ans. Et c'est vrai que je me dis, oh là là, c'est tellement dur, en fait, tu les aimes tellement, tes enfants, tu veux tellement le meilleur pour eux. Et c'est tellement dur parfois de devoir lâcher prise et d'accepter qu'ils ne suivent pas le chemin que tu rêverais d'avoir pour eux, mais de les laisser construire leur propre chemin, faire leur propre expérience en fait. Voilà. Et alhamdoulilah, moi aujourd'hui ma sœur, on en parle et tout, et je sais qu'elle est pas du tout contre le fait de porter le hijab. C'est juste que comme je dis, on n'a pas eu la même vision des choses. Elle a eu le sentiment que c'était pas son choix à elle, donc elle a choisi de l'enlever. Et puisqu'elle ne le faisait pas pour elle, donc elle l'a enlevé. Et par contre, elle n'est pas du tout opposée au fait de le reporter. Hein. Voilà, elle se voit le mettre, Inch'Allah, et cette fois-ci d'elle-même, pour Allah. Donc c'est ce que j'espère pour elle. J'espère l'avoir un jour avec, et alhamdoulilah, et que ce soit sa décision. Donc voilà, donc tout ça pour dire, mes parents ils ont fait de leur mieux. Moi ça m'allait. Je me suis jamais sentie forcée à le porter. Je me suis jamais sentie au contraire, franchement, c'était au contraire, je me suis battue pour. Et peut-être aussi que c'est ça, hein, la différence, c'est que peut-être que c'est parce que je me suis battue pour que j'ai connu la valeur et que je me suis accrochée, que je me suis dit non, c'est mon choix. Alors que peut-être si ça avait été facile et que j'ai pas eu ce combat, je sais pas, peut-être que j'aurais donné moins de valeur. Wallahu alam. Et l'entourage, je le répète encore, l'entourage, ça joue énormément. Moi aussi, il y a aussi un modèle que j'ai beaucoup aimé sur la manière de porter le voile, parce que voilà, maintenant j'ai mes filles. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu te demandes, ah oui, tu vas faire comment pour tes filles? Déjà, je vais faire beaucoup de dua, vraiment beaucoup d'invocations. Parce que mes parents, la peur qu'ils avaient aussi, c'était de se dire, ouais, mais si elles ne connaissent pas le hijab, si on ne leur apprend pas toute jeune, etc. Mais peut-être que
elles voudront jamais le porter, quoi. Peut-être que ça sera trop dur de passer le cap, peut-être que ça sera trop éprouvant par rapport au regard des autres, etc. Et donc voilà. Mais ouais, donc moi, pour en revenir à moi, l'éducation que j'aimerais donner à mes filles, wallahu alam, mais je vais vous parler, en fait, je vais partager le modèle d'une amie à moi que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé son modèle, que je trouve très réussi vu les résultats, machallah, de sa maman. En fait, ses parents, sa maman, donc leur disait tout simplement, tant que les anges, en fait elle leur a vraiment bien expliqué le concept de quand tu atteins la puberté, les anges notent, à partir de la puberté les anges notent tout ce que tu fais. Avant la puberté, donc vous le savez, hein, je pense, chaque personne a, donc toi qui m'écoutes, tu as à ta droite un ange qui écrit toutes les bonnes œuvres que tu fais, et tu as à ta gauche un ange qui écrit tous les péchés, les mauvaises choses que tu fais. Et donc l'ange donc qui est à ta gauche, qui écrit les péchés, ne commence à écrire que lorsque tu as atteint la puberté. Et donc voilà. Et donc la maman de mon amie a fait grandir ses filles avec avec ça, en leur disant vraiment, tant que l'ange à ta gauche n'écrit pas, ne porte pas le hijab, t'as pas à porter le hijab, c'est pas du tout obligé, tu vas pas te faire juger sur ça. Mardi, je t'hasbi le fait que tu portes pas le hijab, puisque tu n'es pas encore pubère, donc tu n'as pas à le porter, donc ne le porte pas. Par contre, dès que tu atteins la puberté, l'ange à ta gauche commence à noter. Et à partir de là, c'est primordial. Mais avant, non, tranquille. Et donc, il y avait pas de pression, en fait. Ils ont grandi avec ça. Et puis à côté, machallah, mon ami, quelqu'un que j'admire énormément, Myriam, si tu passes par là, je t'enverrai l'épisode comme ça, tu entends la dédicace. Je te fais des bisous. Mais machallah, j'ai beaucoup d'admiration sur l'éducation qu'ils ont reçue, parce que en fait, elle et ses sœurs et son frère, machallah, c'est vraiment une famille, machallah, et c'est vraiment donc moi je connais les femmes vraiment, elle et ses sœurs, machallah, vraiment je suis très admirative. Elles ont reçu une très belle éducation et ce sont des très belles personnes, qu'Allah les préserve. Et donc elle m'a dit ça, et donc chacune d'elles ne portait pas le hijab, donc voilà, primaire, collège, jusqu'au moment où hop, elle avait sa puberté. Et dès qu'elle avait ses premières menstrues, chacune d'elles, hein, donc elle comme ses sœurs, dès qu'elles avaient leur première menstrue, tout de suite après elles portaient le hijab. Donc le lendemain, hop, elles avaient leur hijab. Et je trouvais ça mais magnifique, en fait, parce que je me suis dit ouais, ça va, parce que j'ai beaucoup aimé, parce que d'un côté, effectivement, elles avaient leur choix, c'était elles qui décidaient de le porter. Elles avaient compris en fait l'importance, elles avaient compris aussi que voilà, tant que les anges n'écrivent pas, bon, c'est pas grave, tu vois, t'es encore une enfant et tout. Mais voilà, à partir du moment où ils écrivent, attention, c'est ta responsabilité, attention de ce que l'ange va noter à ta gauche. Et donc c'est elle qui faisait le choix de porter le voile. Et voilà, donc j'aime bien ce concept, j'aime bien cette manière de faire, et je me dis j'aimerais bien faire ça avec mes filles, quoi. J'aimerais bien, j'en parle avec ma grande, avec Laïa, et parce qu'au début j'en ai parlé récemment là, parce que je lui disais que en fait on allait visiter une tata, et je lui dis tu vois la tata chez qui on part, sa fille elle a porté le voile l'année dernière, et machallah, trop mignonne, trop jolie. Puis moi ça me touche beaucoup, hein, quand je vois des jeunes comme ça qui décident de porter le voile pour Allah, qui prennent cette décision pour Allah. Je trouve ça beau, parce que je sais ce qu'elles sacrifient dans leur jeunesse, dans leur beauté, et ça m'émeut, par amour pour Allah, en fait, par amour pour leur créateur. Elles font ce pas vers lui alors qu'elles sont toutes jeunes, en fait. Je sais pas pourquoi ça me touche trop. Bref, et j'en parlais à ma fille, donc Laïa, qui a 6 ans, et je lui ai dit, et toi Laïa, tu voudrais porter quand ton hijab? Et elle me dit, quand j'aurai 16 ans. Je dis, tu sais ma chérie, je dis 16 ans c'est un peu tard quand même. Donc je lui explique, je fais oui mais tu sais, voilà, je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer. Et après elle me dit, ah d'accord, alors je le porte à 12 ans. Je lui ai dit, bon, on en reparlera, parce que voilà, elle est encore petite pour comprendre le concept de puberté, etc. Mais j'espère vraiment que ma fille le portera dès qu'elle deviendra une femme. Et voilà, donc c'était ma story time sur le hijab. Peut-être pour finir, je vais juste partager quelques petits conseils qui viennent directement de mon expérience. Donc le premier conseil, ça serait de bien s'entourer, en fait. Bon, après ça c'est un conseil qui, je veux dire, c'est pas que lié au voile, hein, en vrai, hein. Ça c'est pour la vie. Bien s'entourer, parce que on est extrêmement influencé par ceux qui sont autour de nous. On a beau dire non mais moi tu vois, j'ai une personnalité forte et tout, ça n'a rien à voir. Je l'ai beaucoup entendu, celle-là. Personnalité forte ou pas,
on est influencé, c'est comme ça, c'est notre cerveau, c'est les neurones miroirs, etc., etc. Donc, chaque fois que d'ailleurs, je te donne un conseil dans la vie, hein, chaque fois que tu veux atteindre un objectif, entoure-toi de personnes qui ont déjà atteint cet objectif. Ça, c'est un truc qui est vrai. Tu veux... Quel que soit l'objectif, hein. Par exemple, voilà, donc dans ce cas-là, tu veux te voiler, essaie de trouver des personnes qui sont voilées, que tu admires, masha'Allah, et essaie de te rapprocher d'elles. Ou bien va dans des endroits où tu peux en rencontrer, assiste peut-être à des cours, assiste à des assises de rappel, enfin je sais pas, tu vois, des petites choses comme ça. Et après, au-delà de ça, hein, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, essaie d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, des événements d'entrepreneurs. Tu veux... reprendre tes études, enfin je sais pas quoi, enfin voilà, bref, c'est un conseil qui marche vraiment pour tout, hein, je le conseille fortement. Donc ça c'était la première chose. Ah oui, alors là j'en ai pas trop parlé de ça, le tawakkul, place ta confiance en Allah, parce que souvent on a peur de porter le voile parce qu'on se dit ah mais des portes vont se fermer. Ah, des portes vont se fermer. Je pourrai pas trouver du travail, je vais galérer pendant mes études, etc. Rappelle-toi d'une chose, c'est que c'est le tawakkul, c'est de placer sa confiance en Allah parce que finalement, le rizq, il est entre les mains d'Allah. Et là, il y aura un épisode qui va venir pour vous parler de ça, un épisode que j'ai trop aimé enregistrer avec Cam Makeup, pour celles qui la connaissent. Cam Makeup, c'est une youtubeuse, influenceuse qui a choisi de porter le voile, qui a une belle histoire, très émouvante, très touchante. Et voilà, et donc j'ai trop hâte. L'épisode, Inch'Allah, sortira, je pense, probablement après celui-ci, Inch'Allah. Voilà, donc, et elle montre vraiment l'histoire du tawakkul. Vraiment, son histoire est une belle illustration du fait de placer sa confiance en Allah. Et vraiment, dis-toi que celui qui fait un pas vers Allah, Allah il en fait. Allah il se rapproche encore plus de lui. Et celui qui fait un sacrifice pour Allah, Allah il lui remplace par quelque chose de tellement meilleur. Mais vraiment. Et donc oui, certes, en portant le voile, peut-être que il y a certaines portes qui vont se fermer. Mais tu n'imagines pas le nombre d'autres qui vont s'ouvrir. Tu n'imagines pas à quel point il y a de belles choses qui peuvent arriver. Moi, j'ai eu ce truc-là aussi. Je me rappelle, je cherchais du travail. J'avais fait je crois que j'en ai déjà parlé sur le podcast. J'ai fait un entretien. Ça s'est super bien passé. Puis à la fin, la femme ne m'a pas pris parce qu'elle m'a demandé est-ce que vous comptez garder vos voiles? Et je lui ai dit bah oui. Elle m'a dit mais je suis désolée, même si vous correspondez au profil, même si je vous apprécie, même si tout ça, je peux pas parce que voilà, mes supérieurs, ma hiérarchie. N'accepteront pas de femmes voilées, quoi. Et en fait, ce qui était incroyable dans cette histoire, c'est que elle m'avoue qu'elle-même est convertie, et je m'attendais pas du tout. Je me rappelle, elle s'appelait Émilie, elle était française. Il y avait rien qui pouvait montrer qu'elle était voilée et qu'elle était musulmane. Et en fait, c'est une convertie. Et elle me dit, vous inquiétez pas, c'est tout à votre honneur. Quand une porte se ferme, il y a d'autres qui s'ouvrent. Elle m'a fait une espèce de da'wa incroyable. Elle m'a poussé à la patience en me rappelant que c'est Allah qui permet, c'est Allah qui ouvre les portes et qu'il va me faciliter autre chose bien meilleur pour moi. C'était incroyable. Et c'est vrai, aujourd'hui quand je vois mon parcours, donc juste après d'ailleurs j'avais trouvé un travail avec mon hijab où je pouvais prier, hein, et au-delà de ça, je me dis regarde, aujourd'hui j'ai un travail entre guillemets, je mets travail entre guillemets tellement pour moi c'est pas un travail, tellement c'est un kiff, et en plus je peux le faire depuis chez moi avec mon hijab, vraiment avec les conditions qui me vont, je suis totalement libre. En fait j'ai ce sentiment que ce que je n'aurais pas pu obtenir par la voie, entre guillemets, normale, avec mon hijab, parce que la société m'aurait fermé des portes, parce qu'ils m'auraient pas accepté. Comme, j'oublierai jamais ce jour-là, oh là là, le jour où, en fait, juste avant de passer le concours d'orthopsie, juste avant de passer l'oral, j'ai besoin de faire un stage en orthopsie, pour découvrir le métier, pour que pendant l'oral, je puisse dire, voilà, j'ai été dans un cabinet d'orthopsie, j'ai découvert ça, voilà ce que j'ai aimé, tout ça. Donc, déjà, c'est pour ça m'aide, en fait, c'est un argument pendant l'oral, enfin, ça fait quand même la différence, ça montre mon intérêt. Et en plus de ça, c'était aussi pour moi, pour comprendre le métier, et puis, voilà, voir si ça me plaît vraiment, etc. Donc, je suis au téléphone, l'orthoptiste, pas de problème, très gentil, oui, y a pas de souci, vous pouvez venir l'après-midi, et tout ça, elle me fixe une date. Donc, j'y vais. Et en fait, j'y vais avec mon hijab et là, l'orthoptiste, elle me regarde de haut en bas, elle comprend que je suis celle qui vient pour découvrir le métier pour une petite après-midi.
Et en fait, elle me vire, quoi. Elle prend une excuse bidon, elle me dit, voilà, est-ce que vous avez... Ah oui, mais en fait, vous avez un... Je sais plus comment ça s'appelle. Vous avez un document qui est officiel pour faire une demande de stage. Mais ça, c'est le genre de truc que tu fais quand tu fais un vrai stage, pas pour découvrir un métier. On ne demande pas ça, quoi, pour une après-midi, pour 2-3 heures. Enfin, de toute façon, elle me l'aurait dit au téléphone s'il y avait besoin de ça. Elle me l'a pas dit. Et donc, je lui dis, mais non, et puis c'est juste pour quelques heures, puis vous m'en avez pas parlé au téléphone. Ah, mais non, vous pouvez pas alors, vous rentrez chez vous. Voilà, rappelez-nous. Mais en mode dégage. Et on fait semblant, rappelez-nous, mais ils ont pas voulu de moi, quoi. Et surtout son regard et la froideur et son regard perçant. En plus, elle avait un beau cabinet en ville, c'était en mode, non mais toi, tu vas pas faire tâche dans mon cabinet. Je l'ai vécu comme ça. Je suis ressortie en pleurant, j'ai pleuré. Et j'avais l'impression d'avoir vécu une injustice. Enfin, pour moi, c'était une injustice. Elle n'a pas cherché à comprendre. Mais voilà, donc elle m'a fermé des portes. Rabbi m'en a ouvert d'autres. Hein. Voilà. Après elle, d'ailleurs, j'ai fait une super belle rencontre. Cabinet d'orthopsie, pas loin de chez moi. Une femme super cool et tout, machallah. Voilà, Allah, il ouvre des portes juste derrière. Et au-delà de ça, donc comme je disais, aujourd'hui, Allah, il m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais imaginé possible et que avant, ça aurait tout simplement pas été possible. Je pense à ce podcast. Vous vous rendez compte que ce podcast-là, Miracle Flash Podcast, il s'est déjà retrouvé dans le top 3, il s'est déjà retrouvé dans le top 1, c'est-à-dire il s'est déjà retrouvé premier podcast sur Apple Podcast. Je crois que c'était le Ramadan dernier, pas celui-là mais celui d'avant. Il s'est retrouvé en numéro 1, il est resté numéro 1 mais longtemps. Et je me suis dit mais c'est un truc de fou parce que c'est un podcast qui parle de din, qui fait le rappel, qui fait la da'wa, qui parle d'Allah, et il est en numéro 1 sur Apple Podcast avant France Inter, avant tous les podcasts qui parlent de la dunya, tous les podcasts francophones en fait, en numéro 1, c'était un truc de fou. Et je me suis dit c'est incroyable parce que si j'étais passée par une voie traditionnelle, je sais pas moi, le journalisme, le machin, j'en sais rien, mais ils auraient jamais voulu de moi. Et ils m'auraient jamais accepté. Comment ça tu viens avec ton voile? Comment ça tu viens parler de la religion? Mais ça va pas. Tu vois, ils auraient tout fait pour me faire taire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a ouvert les portes. Il m'a ouvert des portes, mais que j'aurais jamais imaginé qu'il pourrait m'ouvrir. Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit, eux ils veulent pas de toi, ils veulent te faire taire, ils veulent te faire disparaître, ils veulent pas, tu vois, c'est comme, voilà, l'autre là, qui veut pas que j'arrive dans son beau cabinet en ville avec mon hijab et que je vais faire tâche, qui me fait virer. Pareil, d'autres stages, etc., où on me fait bien comprendre qu'ils veulent pas voir mon hijab, ils veulent pas voir chez moi la trace de la religion, ils veulent pas voir chez moi ça, etc. Et ben finalement Allah subhanahu wa ta'ala il m'ouvre une voie royale, tu vois. Allez, et sois comme tu es. Et aujourd'hui je suis moi-même, je suis voilée, alhamdoulilah, je suis voilée, alhamdoulilah, je parle de mon dîn comme j'en ai envie, j'ai cette liberté là, alhamdoulilah, je fais vraiment ce que je veux, et Allah subhanahu wa ta'ala il m'a donné cette visibilité, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné ce que eux m'ont refusé, quoi. Et c'est ça aujourd'hui mon message, c'est de dire n'ayez pas peur de ça, vraiment, n'ayez pas peur de ça. Sachez que c'est Allah qui donne, et c'est Allah qui permet. Ar-Razzaq, c'est Allah, celui qui donne le rizq, c'est Allah, c'est personne d'autre. Et donc n'ayez jamais peur en vous disant ah ouais mais si je me montre avec mon hijab, ils vont pas vouloir de moi. Si je me montre avec mon voile, je pourrais pas avoir de taf. Parce qu'en fait, c'est Allah qui donne le travail. Et vraiment, dis-toi bien une chose, c'est que t'es jamais perdante quand tu fais un pas vers Allah. Mais tu n'es jamais perdante quand tu fais quelque chose sincèrement pour plaire à Allah, en recherchant uniquement l'agrément d'Allah. Allah, il t'ouvre des portes que tu n'imagines pas. Allah, il te laisse pas seul. Celui qui place sa confiance en Allah, il le regrette jamais. Allah, il est là pour lui, tu vois. Donc, vraiment, aie confiance, n'aie pas peur de ça, aie confiance en Allah. Et vraiment, comme je disais, si tu fais un effort pour Allah, Allah, il te le remplace par quelque chose de meilleur. Ça, c'est vraiment tellement vrai. Chaque fois que tu fais un pas vers lui, tu seras récompensé, il te donnera mieux. N'écoute pas tes peurs, mais écoute ta confiance en Allah, tu vois, vraiment. Et aussi par rapport donc à celles qui veulent le porter, il y a une chose par contre que je conseillerais, c'est d'y aller de manière progressive. C'est-à-dire que parfois on est tellement à fond et tout, on a envie d'écraser son nefs, on se dit vas-y, aujourd'hui je suis comme ça et demain je vais me mettre en abaya et tout, je vais mettre un hijab abaya, je vais arrêter de me maquiller, je vais tout arrêter du jour au lendemain et je vais être et c'est peut-être un peu trop et le nefs il est étouffé et ça devient trop douloureux pour lui et du coup ça pousse au craquage total aussi. J'en ai vu malheureusement aussi. Donc ce que je vous conseillerais vraiment c'est d'y aller de manière progressive. En plus aujourd'hui franchement la mode mestour, il y a des
Il y a de très belles choses Mestour. C'est-à-dire que tu peux trouver des super beaux ensembles, tu vois, palazzo, chemise longue, mais très élégante, très classe, tu vois, et puis qui est Mestour, hein, qui correspond je veux dire, voilà, c'est large, on voit pas tes formes, on voit pas tes courbes, c'est opaque, enfin voilà, et en même temps c'est élégant, tu vois. Voilà, tu peux y aller, vas-y à ton rythme, parce que le plus important, encore une fois, c'est un truc que ma mère me disait beaucoup, c'est que le din, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le but, c'est pas tu fais le maximum pendant quelques mois, voire quelques années, et après tu craques parce que c'est bon, t'es épuisé, t'en peux plus, tu vois. Mais le but, c'est d'y aller de manière progressive et plutôt d'augmenter petit à petit, c'est-à-dire que de faire plus progressivement plutôt que de tout donner au début et après de lâcher parce que c'est trop dur pour toi. Donc voilà. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est n'attends pas le déclic. Voilà. Souvent, on attend un déclic. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi le déclic ? Souvent, c'est des épreuves en plus. Souvent, on vit une épreuve difficile et là, on a le déclic. On se dit, ah ouais, tu vois, mais n'attends pas ça, quoi, vraiment. Fais-le juste par amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et prends la décision et vas-y, quoi, tu vois. J'ai des amis qui ont porté le hijab et qui m'ont dit, ouais, pendant longtemps, j'ai attendu le déclic. Et un jour, j'ai mis le hijab sur ma tête et je me suis dit, bon, allez, je sors comme ça. Et finalement, elle s'est dit, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, en fait ? Parce que ça va, quoi. Le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Et j'ai aussi, et d'ailleurs, j'ai aussi une personne, je sais pas si j'en ai parlé dans un épisode ou pas, mais j'ai une personne qui m'a raconté, une jeune fille. Je lui ai dit, comment t'as fait pour porter le hijab ? Parce qu'elle m'a dit qu'elle l'avait porté récemment. Elle m'a dit, je voulais pas le mettre avant parce que je disais, ouais, si je le mets, je vais pas trouver de mari. Ça m'avait trop touchée. Elle m'a dit, ouais, si je porte le voile et tout, c'était sa croyance limitante, son wes-wes, appelez ça comme vous voulez. Si je décide de porter le hijab, eh bien, ça va cacher ma beauté et tout ça. Et donc je vais pas trouver de mari. Et c'est incroyable parce qu'au moment où elle décide de le porter pendant le confinement, elle s'est dit, bon, de toute façon, je suis à la maison, voilà, je choisis de le mettre, donc elle le met. Ensuite, quand elle retourne à la fac, etc., elle le garde. Et subhanallah, quand elle retourne à la fac juste après, elle rencontre l'homme qui n'est pas encore devenu son mari, mais on va dire que c'est en cours. Et voilà, elle m'a dit subhanallah, et je trouvais ça dingue en fait, parce que ça peut aussi être un truc qui nous arrête en disant ouais, mais là je suis jolie et tout, mais voilà, si je mets le hijab, je vais être moins jolie, je vais être moins attirante et tout ça. Et donc il y a moins de chances que je rencontre la bonne personne. Mais pas du tout, parce que j'ai envie de dire, mais c'est qui donne, même le mari, qui est-ce qui permet, et d'une manière parfois totalement inattendue, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet les rencontres, qui permet cette petite étincelle dans le cœur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet. Donc non, il faut avoir confiance en lui, il faut avoir vraiment confiance en lui. Encore une fois, je le répète encore pour la dernière fois, mais n'écoute pas tes peurs, écoute l'amour et la confiance que tu as pour Allah. Et ça va aller. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je sais pas du tout combien de temps a duré l'épisode. Je pense qu'il a duré un petit moment là quand même. J'espère que ça a été, que c'était pas trop long, avec mes petites histoires, mes petites digressions, tout ça. Mais voilà, c'était un podcast tout chill, franchement. Et j'avais envie de raconter ça tranquille, quoi, en mode papotage et en mode je vous raconte mes petites anecdotes que je retiens du collège, du lycée. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. Ah oui, si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager sur les réseaux ou à le partager à tes copines. Ça pourra peut-être aider ou débloquer une personne. Voilà, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.